Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question qu'on m'a souvent posée, que ça soit sur cette chaîne, que ça soit sur mes autres réseaux sociaux ou que ça soit dans ma sphère privée. Parce que oui, quand tu es un photographe, on te pose souvent cette question parce qu'on pense que tu es vendeur à la Fnac. Bon, moi pour la petite histoire, j'étais vendeur chez Leclerc, mais ça n'a strictement rien à voir, on s'éloigne du sujet. Donc cette vidéo est une vidéo réponse à tous ceux qui m'auraient déjà posé la question ou tous ceux qui me poseraient la question dans mon entourage. Alors on va tout de suite poser les bases. Cette vidéo est donc destinée à des gens qui n'auraient soit pas de matériel photographique, soit qui voudraient renouveler du matériel photographique. Et c'est en aucun cas un conseil vraiment gravé dans le marbre parce que je ne suis pas la science infuse et je ne sais absolument pas tout sur le matériel photographique. Voilà, parenthèse mise. On ne viendra pas me chercher des noises. Sinon, bagarre, hein. Pof. Alors voilà, je fais une vidéo réponse comme ça, comme on dit, ça fera double satisfaction. Personne ne dit ça, mais bon, voilà. Enfin bref. Oui, parce qu'en fait, j'ai même pas posé la question, mais la question c'est... Comment choisir son matériel photographique et principalement son appareil photo en 2022. Oui, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en 2022, mais ces conseils sont adaptables plus tard, si tu regardes cette vidéo plus tard ou avant, si tu arrives à remonter dans le temps, c'est possible. Si c'est ça, n'oublie pas de ramener l'almanach. Oui, petite blague de vieux, oui, pardon. Les différents points que je vais te présenter ici sont liés les uns les autres, mais pour moi, il y a quand même une sorte d'ordre à respecter quand on doit choisir son matériel photo. Et je vais décliner ma façon de choisir mon matériel photo en 7 points. Alors accroche-toi, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, tu peux passer, voilà, revenir, faire une pause café, ricorer, chicorer, ce que tu veux. Enfin bref, on n'est pas là pour te juger, hein. Assieds-toi, c'est parti. Premier point, le budget. Tu dois savoir que suivant la gamme d'appareils photo que tu vas choisir, suivant le type d'appareil photo, la catégorie d'appareil photo que tu vas choisir, tu vas devoir soit casser ton PEL, soit débourser quelques centaines d'euros et ça va aller. Mais il faut savoir déjà que ton budget, c'est le plus important. En tout cas, moi, quand on me pose la question du matériel photo, c'est la première question que je pose tout le temps. Quel budget es-tu prêt à mettre dans ton matériel? Et tu verras, comme je te l'ai dit précédemment, que du budget découlent les autres points de cette vidéo, mais voilà, tout est vraiment lié, imbriqué. Je le répète, je le répéterai très souvent, je pense, mais c'est très important de le souligner encore une fois. Et le budget, on va pas se mentir, c'est ce qui te permet de sélectionner quand même une catégorie d'appareils photo. C'est pas pour rien d'ailleurs que sur la plupart des sites, un des premiers filtres, si ce n'est le premier filtre, c'est souvent le tri par prix, soit croissant, soit décroissant, et c'est comme ça que tu vas faire ton choix par rapport à ton budget. Et donc le budget, c'est vraiment le prix que tu es prêt à mettre ou que tu as besoin de mettre dans ton matériel photographique. Et de ce prix va donc découler le deuxième point que je vais te présenter ici. La catégorie. Alors oui, suivant ton budget, que tu auras donc vu précédemment, tu vas pouvoir choisir un appareil photo dans plusieurs catégories. Et pour les plus connus, ça va être les réflexes, bien sûr, que tout le monde connaît. Mais il y a d'autres catégories d'appareils photo. Il y en a de moins en moins avec le temps parce que forcément, les smartphones ont pris la place de certains. Tu vas le voir tout de suite. À savoir ici qu'on parle de catégorie et pas de gamme d'appareils photo parce que dans chaque catégorie, il y a plusieurs gammes d'appareils photo. Forcément, des gammes amateurs, des gammes pro, des gammes semi-pro. Là, on parle vraiment de la catégorie, du style d'appareil photo, entre guillemets, si tu préfères. Mais à savoir donc que chaque catégorie d'appareil photo a son point positif et son point négatif. À toi de voir encore une fois ce qui te dérange, ce qui te dérange pas, ce que tu es prêt à concéder et là où tu ne veux absolument pas faire de concession. Pour la première catégorie, on va parler des compacts numériques. Donc ce sont des petits appareils photo, comme leur nom l'indique, qui sont vraiment compacts, hein. Le but, c'est d'avoir un appareil photo qui tient dans ta poche. Il n'y a pas d'objectif interchangeable. Pour moi, c'est vraiment une catégorie qui va mourir, hein. Voilà, c'est pas que pour moi d'ailleurs, mais bon, les smartphones aujourd'hui sont des téléphones qui font des photos assez bonnes, hein, on va dire, voilà, même des fois même très très bonnes, souvent même meilleures que les compacts. Même en vidéo, les smartphones sont de plus en plus bons et même meilleurs que les compacts. Donc pour moi, compact, c'est vraiment un appareil photo qui pour moi te permettra d'accéder à la photo numérique si tu as envie d'avoir un petit appareil photo dans ta poche. Il y a des compacts experts qui te permettent de pousser un peu plus les réglages, mais on est bien sûr limité par la taille du capteur qui là est de 1 pouce. C'est un des plus petits capteurs dans le monde de la photographie, au-dessous les smartphones et certains compacts entrée de gamme. La taille du capteur chez les smartphones a été compensée par les algorithmes numériques et beaucoup de technologies qui ont évolué avec le temps,
Sur les compacts, malheureusement, cette technologie n'a pas vraiment évolué et n'a pas vraiment été investie massivement par les marques parce qu'ils se concentrent plus sur les autres catégories supérieures. Pour les appareils photo compacts, tu peux en trouver entre 200 et 300 euros, donc tu vois que c'est pas très cher. Attention, ici, je ne parle pas des appareils photo compacts experts qui, eux, peuvent valoir un petit peu plus cher, mais honnêtement, quand tu vois certains compacts à 800 euros, je te conseille plutôt de prendre soit un appareil photo micro 4 tiers, soit peut-être de prendre un smartphone de très bonne qualité, parce que clairement, ça vaudra vraiment pas le coup de prendre un compact. Tu auras bien compris, j'aime pas trop cette catégorie, mais bon. Que veux-tu? Elle a fait son temps. Ensuite, on passe dans la catégorie des bridges. Ce sont un petit peu des appareils photo similaires au compact en termes de taille de capteur parce que très souvent, ils ont des capteurs de 1 pouce également. La différence ici, c'est que ça va être des appareils un peu plus robustes, un peu plus costauds, un peu plus volumineux aussi parce qu'à la différence des compacts, ils ont des zooms assez performants, assez puissants et quelques-uns d'entre eux ont même des très bonnes vidéos en 4K, vraiment avec des specs assez dingues. Je pense notamment à certains Panasonic Leica qui sont vraiment très bon en termes de vidéo. Là encore, par contre, tu ne pourras pas changer d'objectif et ça, c'est un petit peu malheureux. On va dire que le bridge, c'est plutôt intéressant si tu veux commencer à faire de la vidéo numérique avec un truc où tu n'as pas besoin de changer d'objectif si ça ne te dérange pas. Mais un zoom puissant, c'est un petit peu le seul intérêt qu'aura ton bridge en plus du compact et en moins par rapport aux autres. Donc forcément, c'est une catégorie qui mérite d'être regardée quand tu commences la photographie numérique. Mais il faut savoir que tu ne pourras pas changer d'objectif et que tu seras un petit peu limité donc dans tes réglages de photographie, même s'il y en a qui restent assez développés dans les hauts de gamme. En général, les prix des bridges oscillent entre 300 et 800 euros pour la grande majorité. Il y a là aussi des exceptions avec des appareils photo haut de gamme qui vont monter un peu plus cher. Ensuite, on enchaîne avec la catégorie des micros 4 tiers. C'est une catégorie d'appareils photo où il n'y a plus beaucoup de marques qui travaillent dessus. Il y a Olympus, Panasonic, Blackmagic et le dernier drone DJI aussi qui incorpore un capteur micro 4 tiers. L'avantage ici, c'est que le capteur est légèrement plus grand que le 1 pouce, mais il reste suffisamment petit pour pouvoir compacter les appareils photo. L'intérêt du micro 4 tiers est là, c'est qu'il te permet d'avoir une qualité photographique très bonne parce que tu peux monter jusqu'à des 24 millions de pixels avec des capteurs assez modernes, mais tout en gardant un appareil photo assez compact. Alors attention, là aussi, sur les micro 4 tiers, il y a des points négatifs. Par exemple, en basse lumière, c'est pas vraiment les meilleurs capteurs. Et il faudra mieux partir sur un capteur APS-C ou un capteur full frame. Mais pendant longtemps et encore maintenant, il y a pas mal d'appareils photo avec micro 4 tiers qui ont permis d'être parmi les meilleurs appareils photo pour filmer. Je pense notamment au Panasonic GH5. Et encore aujourd'hui, le GH5 est très souvent utilisé pour faire des vidéos. L'avantage aussi des appareils photo micro 4 tiers, c'est que la monture des appareils photo est compatible avec les autres marques. Tu peux monter un Olympus sur un Panasonic et inversement. Et ça, c'est plutôt extraordinaire parce que c'est une monture qui est ouverte non seulement aux autres marques et en plus aux marques tierces. Et ça, c'est vraiment pas mal parce qu'en micro 4 tiers, il y a énormément d'objectifs. C'est une des raisons aussi pour laquelle moi j'apprécie fortement cette catégorie. On trouve des appareils photo micro 4 tiers entre 400 et 1000 euros boîtier nu. Tu vois qu'on commence un petit peu à monter dans les tarifs. Et c'est pas fini, accroche-toi. Ensuite, on entre dans le gras du gras, et le gras, c'est la vie comme qui dirait Caradoc. On entre dans la catégorie des réflexes. Les réflexes, c'est très certainement la catégorie la plus connue et la plus répandue actuellement sur le marché, bien que c'est en train de changer avec l'arrivée des hybrides, on en parle tout de suite après. Dans les réflexes donc, il existe les réflexes APS-C, qui sont donc les petits frères des full frame dont on parlera juste après. Les capteurs APS-C sont légèrement plus petits que leurs grands frères les full frame, et ils ont la particularité d'avoir des appareils photo qui sont assez compacts, même si certains avaient quand même une bonne taille, hein, surtout quand on parlait des appareils photo professionnels en APS-C, c'était quand même assez balèze. Ils ont aussi un facteur de grossissement également appelé crop factor, c'est-à-dire que si tu utilises des objectifs comme le 50 mm, il faudra ajouter un crop factor de 1.5 ou 1.2 ou 1.6 suivant les marques. En gros, tu prends ton 50 mm et tu fais x1.5, x1.6, x1.7 et tu obtiendras un équivalent par rapport à un full frame. Bien sûr, ton 50 mm reste un 50 mm, hein, il ne va pas se transformer, mais par contre, c'est comme si tu utilisais que la partie centrale de l'image. C'est comme si un peu ton 50 mm dans la vraie vie, c'était ce cadre-là et qu'avec le crop factor, tu utilises la partie du milieu un peu plus croppé, donc comme le nom l'indique, un crop factor, mais pas de panique, le centre de ton objectif est souvent le meilleur, donc c'est pas un problème. Et l'avantage ici, c'est que tu pourras bien sûr utiliser des focales un peu plus longues et les booster encore plus en utilisant ce crop factor. Ouais, j'ai dit grossièrement, hein, la vidéo va être grossière, désolé pour les puristes, mais va falloir un petit peu condenser. Les appareils photo réflexe à capteur APS-C ont la possibilité de changer d'objectif, donc c'est objectif interchangeable, et ça c'est bien pour
plusieurs pratiques et plusieurs usages différents. On reparlera des objectifs un peu plus tard, t'inquiète pas. Les APS-C coûtent entre 250 et 1300 € boîtier nu. Là encore, ça va dériver par rapport à la gamme et par rapport à la catégorie, bien sûr, du produit. Voilà, ce sont des estimations de prix, hein, une globalité. Ça peut aller plus cher, ça peut aller moins cher. Oh, t'emballe pas, Michel. Ensuite, les appareils photo réflex à capteur full frame, qui sont donc les grands frères des APS-C. Eux, ils ont un capteur un peu plus grand qui est basé sur la référence des appareils photo argentique 24-36. Donc on les appelle aussi 24-36 dans le jargon pour faire classe. On dit full frame pour se la péter un petit peu, mais en gros c'est standard, c'est un appareil photo avec un capteur standard. En tout cas, la taille du capteur est à la base standard, c'est juste que l'APS-C est plus petit. Il y avait des avantages et des inconvénients comme tu l'as vu. Le full frame lui est standard, mais lui aussi il peut avoir des inconvénients, comme par exemple être plus volumineux et donc nécessiter un appareil photo un peu plus gros, et aussi il est beaucoup plus sensible à la lumière, donc pour certains réglages ça va être un peu plus difficile à régler, mais ça sera peut-être mieux pour du portrait, il y aura plus de flou d'arrière-plan, donc ça pourra être bien comme pas bien, ça va dépendre de ta pratique encore une fois. Les full frame comme leurs petits frères les APS-C sont des appareils photo à objectifs interchangeables, et là aussi donc tu pourras te faire plaisir avec toute une pléthore de gamme d'objectifs diverses et variées. Les objectifs dédiés au full frame sont généralement un peu plus volumineux, un peu plus chers et un peu plus lourds que ceux qui sont dédiés aux APS-C et aux micro 4 tiers. C'est normal parce qu'il y a plus de matière dedans, il y a plus de composants, et c'est normal aussi parce que l'image utilise l'entièreté de l'optique. Donc forcément tu te doutes qu'il faudra avoir des optiques quasi irréprochables et forcément le prix va avec. Malgré le fait que ce soit un petit peu plus cher, je te conseille quand même de regarder parce que très souvent, tu l'as très certainement déjà entendu dire, moi je le dis assez souvent, mais il vaudra mieux peut-être investir un petit peu dans un objectif un peu plus cher pour pouvoir le garder un peu plus longtemps et pour pouvoir l'adapter à tes différents boîtiers au cours de ta vie de photographe. Et oui, on met pas de jantes de Clio 3 sur une Ferrari, hein, donc bon, si tu dois acheter un boîtier full frame haut de gamme, privilégie les optiques qui vont sur ce genre de boîtier. C'est pour ça aussi que ton budget à la base, comme je le répète encore une fois, tu vois, on revient encore en arrière, c'est important de planifier ton budget, c'est important de savoir ce que tu as envie de mettre comme budget. Les réflexes full frame coûtent environ entre 400 et 3000 € le boîtier nu. Encore une fois, c'est une fourchette, hein. Peut avoir plus ou moins des grandes dents. Allez, maintenant passons à la catégorie des hybrides qui eux aussi existent en version APS-C et version full frame, donc je referai pas encore un détail sur le full frame et le APS-C parce que c'est à peu près la même chose, hein, mais bon. Les hybrides donc par rapport à leurs cousins les réflexes se caractérisent par la non-présence d'un prisme et d'un miroir qui se relèvent, c'est pour ça que tu pourras gagner en termes de place et en termes de compacité. Oui, parce que j'ai pas précisé, mais les réflexes en fait s'appellent réflexes parce que tu as une visée réflexe. C'est pas réflexe juste parce que tu as fait clic-clac, tout ça. Non, c'est réflexe parce que ce que tu vois dans le viseur, c'est exactement ce que tu vas avoir sur ton image. Voilà, c'est une visée réflexe. Sur les hybrides donc, cette visée réflexe n'existe plus en temps réel, en tout cas à travers l'objectif. C'est généralement donc à travers un écran que tu vas avoir cette visée, mais il y a la possibilité d'avoir la simulation d'une visée réflexe et de voir en temps réel ce que tu vas avoir avec la vraie luminosité. L'avantage des hybrides effectivement c'est que tu peux voir non seulement la photo que tu vas avoir résultant directement dans ton viseur ou sur ton écran, mais aussi de pouvoir voir la scène réellement comme si tu avais un réflexe. Et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup tu peux affiner tes réglages vraiment beaucoup plus rapidement sans avoir besoin de déclencher, ça se fait directement sur ton écran. Donc souvent les hybrides sont souvent plus petits, plus légers, plus performants que les réflexes. Donc tu me diras mais pourquoi diantre on n'achète pas que des hybrides et que les réflexes ne meurent pas? Eh ben c'est un peu en train de ce qui se passait malheureusement, les réflexes vont cesser petit à petit d'être fabriqués au bénéfice de l'hybride qui lui remplace de manière assez magistrale depuis quelques temps et de plus en plus les réflexes avec des meilleures performances notamment en vidéo et en basse lumière. Et franchement ben voilà, j'étais un des premiers à être réticent à l'hybride, mais force est de constater que l'hybride prend une place prédominante dans le marché de la photographie et devient de plus en plus performant et de plus en plus efficace. Donc oui, le réflexe va peut-être un peu mourir un peu quand même. Voilà. L'avantage par contre, comme je disais dans une précédente vidéo, c'est que tu auras beaucoup de réflexes haut de gamme qui vont être à des prix défiant toute concurrence. Et pour une personne qui voudrait se lancer dans la photographie, je pense que ça pourrait être vraiment très intéressant parce qu'à des budgets assez limités, tu pourras avoir du matériel professionnel. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout qu'en plus, pour enfoncer le clou, sache que les hybrides ne coûtent pas beaucoup plus cher que les réflexes parce qu'on en trouve entre 400 et 3000 € également. Là aussi, c'est une fourchette. Mais tu vois que c'est pas non plus beaucoup plus cher
que les réflexes. Donc forcément, force est de constater que les marques ont décidé de prendre le parti pris de l'hybride au détriment du réflexe. L'avenir nous dira si c'était une bonne idée ou pas, mais en tout cas, pour moi, cette catégorie est une des leaders du marché actuellement. Pour en finir avec les catégories, on va parler maintenant du moyen format qui, pour moi, là, fait partie de l'élite. C'est vraiment du matériel professionnel pur et dur, mais ça peut t'intéresser si toi, tu souhaites faire du studio ou du portrait, parce que le moyen format en numérique, il n'y a pas mieux pour avoir une qualité et une résolution des plus hautes. Forcément, le capteur est beaucoup plus gros que la plupart des appareils photo APS-C et un peu plus gros aussi que le full frame. Donc forcément, tu as une meilleure résolution, tu as plus de détails dans l'image. Le désavantage par contre, c'est que la plupart du temps, les moyens formats sont assez volumineux. Exception faite avec certains Fuji qui commencent à être de plus en plus compacts, mais ça reste quand même un peu balèze, ça reste un peu lourd et ça reste surtout un peu lent par rapport à un boîtier réflexe ou un boîtier hybride. Voilà, tu vas pas t'amuser à faire de la grosse rafale, même si peut-être que c'est possible, il y en a qui s'amusent. C'est vrai que la plupart du temps, on trouve les moyens formats en studio, vraiment posés sur un trépied pour avoir vraiment de la très haute définition. Et c'est un petit peu à la base le but de ces appareils photo là. En général, on trouve des boîtiers moyen format aux alentours des 2000 jusqu'à plus de 15 000 euros suivant les modèles que tu vas prendre. Si tu choisis de prendre des dos numériques pour adapter sur ton blad par exemple, des Phase One ou des trucs comme ça peut monter très cher. Mais il fallait quand même qu'on en parle parce que ça existe. Maintenant qu'on en a fini avec les catégories, on va pouvoir passer au point suivant, l'utilisation. Et oui, parce que maintenant que tu as défini ton budget et du coup par liaison la catégorie d'appareil photo que tu souhaiterais acquérir, soit professionnellement, soit pour toi personnellement, tu vas pouvoir affiner un peu plus tes choix avec l'utilisation que tu vas en avoir justement. Parce que oui, ton appareil photo, même si tu prends le même que ta star des internets préférée, tu n'auras pas forcément la même utilisation que lui. Donc c'est peut-être pas nécessaire de prendre le même que lui, tu vois, hein. Mais oui. Le sport, le portrait, la street photographie, le culinaire, les enfants, enfin les vacances, toutes ces catégories d'utilisation vont permettre de prédéfinir quel genre d'appareil photo et quel genre de matériel en règle générale tu vas devoir acheter. Parfois un même kit de matériel va pouvoir être utilisé aussi bien pour du portrait que pour de l'objet que pour de la nature morte. Parfois par contre il faudra du matériel spécifique pour telle ou telle activité. Mais tu vas vite découvrir qu'en photographie, malheureusement la plupart du temps quand tu te lances dans une catégorie, c'est assez difficile de faire plein de catégories différentes parce que ça nécessite souvent un matériel particulier qui coûte assez cher. Et la photographie, mon Dieu, que c'est un gouffre à pognon parce que clairement, t'arrêtes pas d'acheter des trucs tout le temps. C'est fatigant, hein. Mais bon, des fois, t'as pas forcément le choix, hein. Et comme les exemples parlent beaucoup mieux que les mots, parce que je vois que t'es en train de commencer à loucher, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, la photographie de skate nécessite la plupart du temps un fisheye. Forcément, dans ton sac de photographie de skate, si tu veux te lancer dans la photo de skate, il te faudra un fisheye. Même si c'est pas indispensable, il t'en faudra très certainement un, comme par exemple avoir des flashs Cobra ou des flashs un peu plus volumineux. Et ça, c'est un truc à prendre en compte quand tu te lances dans la photographie. Si tu souhaites te lancer dans la photo de skate, tu vas pas acheter qu'un appareil photo avec un 50 mm parce que tu vas vite être limité. A contrario, si tu te lances dans la photographie de portrait, un boîtier et un 50 mm pourront très certainement te suffire, en tout cas au début, pour te lancer et pour même performer dans ta photographie de portrait. Et tu vois donc que là, ces deux exemples te prouvent que tu n'auras pas forcément besoin du même matériel sur ces deux utilisations, même si en photographie de skate tu pourras utiliser le 50, et en portrait, le fisheye il va pas vraiment te servir à grand chose, hein. Et par contre en skateboard, tu vois, tu utiliseras très rarement un caisson étanche ou un 600 mm que tu pourras là utiliser en animalier ou en photographie de mer pour le caisson, hein, pas 600 mm. Tu vois donc encore une fois que ton activité et ton utilisation vont définir ton matériel que tu vas acheter. En photographie animalière, encore une fois, tu n'auras pas besoin du fisheye, mais tu auras besoin de longues focales, un 600, un 500, un 400, mais tu auras très certainement aussi besoin d'un boîtier qui s'adapte à cette focale-là, et il y a beaucoup de photographes animaliers qui préfèrent utiliser le capteur APS-C pour le crop factor, comme je te parlais juste avant, plutôt qu'un full frame, parce que le crop factor, encore une fois, va leur permettre d'avoir un petit zoom dans l'image qui leur permettra de se rapprocher encore un peu plus du sujet, ce qui peut être intéressant. Et encore une fois, les capteurs APS-C étant plus petits, les appareils photo seront peut-être un peu plus légers. Quatrième point maintenant, l'encombrement. Là aussi, c'est un paramètre pour moi très important à prendre en compte, l'encombrement que tu es prêt à accepter sur ton dos, dans ta poche. Comme je te disais au début de cette vidéo, un compact ça rentrera dans ta poche, un micro 4/3 avec un petit objectif aussi, mais un réflexe ou un hybride ça va être un peu compliqué à glisser dans la poche de ta doudoune. Donc il faudra forcément une besace moche, un peu comme au salon de la photo, ou un sac à dos stylé, un peu comme pas au salon de la photo. Et même au-delà de ton sac à dos, chez toi, l'encombrement va être vite un sujet important quand tu vas devoir investir dans des flashs, des trépieds, des réflecteurs, tout ça. Ça aussi pour moi
moi c'est important et ça va permettre pour moi de définir l'appareil photo que tu vas choisir, parce que si t'as pas envie de mettre un gros encombrement, peut-être que le micro 4 tiers te suffira, ou un hybride plutôt qu'un réflexe full frame haut de gamme qui là va être beaucoup plus imposant. Cinquième point, le futur. Pourquoi le futur? Eh bien parce que si tu souhaites en faire ton métier ou une activité récurrente, là aussi il faudra prendre ça en compte lors de l'achat de ton matériel, parce que avoir l'intention de faire de la photo ton métier ou de faire une activité récurrente de la photographie, pour moi ça justifie de pouvoir mettre un peu plus d'argent dedans et forcément d'avoir du matériel qui tient plus dans le temps. Et là, acheter un appareil photo, que ce soit réflexe, hybride, micro 4 tiers mais haut de gamme, professionnel, ça prendra tout son sens. Parce que par exemple un appareil photographique professionnel d'il y a 10 ans, ça reste encore aujourd'hui un appareil photo professionnel. Sa valeur monétaire a dévalué si tu veux, mais par contre ton utilisation principale, elle, reste toujours professionnelle. Donc tu peux aussi investir dans du matériel professionnel d'il y a 10 ans, t'en tirer pour moins cher qu'avec un appareil photo moyenne gamme de maintenant, et peut-être justement t'épanouir avec ce matériel là. Donc ce que je dis là, c'est que t'es pas obligé de prendre le dernier cri, mais il faut prendre quelque chose par rapport à ton utilisation à toi. Encore une fois, je vais beaucoup répéter cette phrase là je crois. Donc un investissement important au début d'une carrière n'est pas bête, même si tu ne fais pas carrière dans la photographie, c'est pas illogique, et même en cas de revente, tu perdras forcément moins d'argent sur du matériel haut de gamme que sur de l'entrée de gamme, c'est logique. Merci Sherlock. Sixième point, les objectifs. Eh oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les objectifs, c'est plutôt important à prendre en compte, parce que là aussi, tu as plusieurs gammes d'objectifs professionnels, entrée de gamme, ne couvrant que le full frame, ne couvrant que le capteur APS-C. Et là aussi, encore une fois, ça rejoint le point du budget et le point de l'encombrement. Comme je te l'ai dit, un objectif full frame sera plus onéreux et plus volumineux qu'un objectif micro 4 tiers par exemple. Donc ça peut jouer aussi dans le budget, dans l'encombrement, voilà. Les briques s'imbriquent, comme qui dirait Lego, hein. Elle est pas mal celle-là, me la vole pas, hein. Enfin, dernier point, les accessoires. Et oui, ça c'est important pour moi quand tu décides d'investir dans du matériel photo et quand tu décides de te lancer dans la photographie, parce que encore une fois, suivant l'utilisation que tu vas en avoir, suivant la pratique que tu as envie de faire la photographie, il y aura des accessoires à acheter. Comme je te le disais tout à l'heure avec la photographie de skate, il y aura très certainement des flashs à acheter. Dans le portrait, il y aura pour moi au minimum un réflecteur à acheter pour pouvoir bouncer la lumière un petit peu si tu veux. Pour moi c'est quasiment indispensable d'avoir un réflecteur. Peut-être des flashs aussi pour l'extérieur. Et bien sûr, ça va de pair, mais tu vas devoir peut-être acheter des boîtes à lumière, tu vas pouvoir acheter des déclencheurs radio. Et tout ça, c'est important pour moi de le savoir avant de commencer à investir, parce que pour moi, c'est bien de se faire un petit peu une enveloppe générale de ce que va te coûter ton matériel. C'est pas pour te dégoûter du prix final, mais c'est pour te dire peut-être que si tu ne commences que le portrait et que tu as envie de faire que du portrait, là, peut-être que tu pourras investir dans du matériel haut de gamme, neuf, récent. Mais par contre, si tu souhaites faire par exemple de la photographie de skate et que tu as envie d'investir dans du matos, peut-être que ça ne sera pas forcément obligatoirement nécessaire d'acheter du neuf. Tu pourras acheter de l'occasion, un peu plus vieux, et là du coup il te restera du budget pour acheter des trépieds, des petits flashs. C'est pour moi vraiment une partie très importante qui est souvent négligée parce que souvent on n'y pense pas, et c'est un petit truc que tu rajoutes dans ton panier à la fin qui pique un peu, parce que quand tu as 80, 100 balles, 150 balles qui se rajoutent et c'était pas forcément prévu, bah ça fait pas forcément extrêmement plaisir. Une fois que tu auras analysé tous ces points et que tu auras donc sélectionné ton budget et ta catégorie de boîtier, tu pourras choisir en bonne conscience et sans regret ton matériel photo, que ça soit neuf, d'occasion, réflexe, hybride, peu importe, tant que le matériel que tu choisiras correspond à ton utilité à toi et à ton choix à toi. En gros, c'est comme un gros entonnoir, hein, si tu veux, du coup, avec des filtres, hein, où tu arriveras à la fin à ton appareil photo ultime. Tu commences, bien sûr, pour moi, donc comme je te l'ai dit, par le prix, tu finis par les accessoires et tu auras le matériel qui te convient à toi. Pour moi, c'est un peu comme quand tu dois choisir une voiture, hein, si tu as besoin d'un grand coffre, si tu as 3 enfants, si tu vas souvent faire des photos avec des skateurs et que tu as besoin d'avoir des grosses valises, mais tu vas plutôt choisir un Jeep Cherokee plutôt qu'une Clio 4. Oui, moi aussi, j'en rêve du Jeep Cherokee, tu sais, celui avec la calandre bien carrée, le bois sur le côté, le gros volant en bois, oh là là, magnifique. Le plus important, encore une fois, c'est de choisir par rapport à tes besoins, à toi, petit loulou. Et oui, arrête d'écouter les influenceurs, influençable que tu es, va. Parce que la plupart du temps, les influenceurs, ils sont payés pour dire des choses, hein, sur les appareils photo, hein. Bon, pas tous, mais on peut être en droit de remettre un peu de temps en temps en question leur sincérité sur certains matériels quand tu sais que ce sont des choses
sponsorisé. Si tu dois écouter des gens sur les internets, n'hésite pas à écouter les gens que tu apprécies, que tu sens ou que tu sais qu'ils sont honnêtes et tu sens qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt derrière à dire du bien d'une marque parce que soit ils sont pas sponsorisés, soit parce qu'ils sont sponsorisés, mais par contre ils ont une grosse liberté de parole. On est d'accord que si demain Nikon me donne 10 000 € pour dire du bien d'un vieil appareil photo foireux que tout le monde a détesté, je vais quand même réussir à lui trouver des points positifs et je vais un petit peu omettre les points négatifs. C'est humain, c'est normal, surtout que la plupart des gros influenceurs sont peut-être un peu plus payés que ça, même des fois ont des avantages autres. Donc c'est humain, mais bon voilà, il faut pas se voiler la face. Et il faut savoir que le choix d'un appareil photo ou du matériel photo en général, ça ne passe pas que par les reviews des influenceurs, ça passe aussi par ton utilisation à toi et par tes besoins à toi, encore une fois. Le plus important, c'est ce que tu feras toi de ton matériel photographique. C'est sûr que quand tu vois les magnifiques vidéos que fait Olivier Schmitt avec le Sony Alpha 7 S, je sais pas quoi, c'est magnifique, t'as envie de faire la même chose, mais qui te dit que toi tu vas arriver à faire la même chose avec le matériel qu'il a? D'ailleurs, il a une connaissance produit parce que le bonhomme n'est pas au premier boîtier entre ses mains. Alors si tu as le budget d'acheter cet appareil photo là, fais-le. Si tu as le budget, si tu as la volonté d'en faire ton métier, fais-le. Mais ne te sens pas obligé de le faire parce que lui l'utilise. Je parle d'Olivier Schmitt d'ailleurs parce qu'il a l'air assez sympa, assez franc, assez honnête et je le trouve très modeste sur toute sa carrière et sur tout ce qu'il fait. Je trouve que ça a l'air d'être quelqu'un vraiment à la cool, alors que le mec, c'est juste une pointure de YouTube français et de la photo française. Donc tu vois, ce gars-là, lui, qui très certainement des fois doit être rémunéré pour faire des publicités sur sa page, quand il dit du bien, il dit pas que du bien tout le temps, et quand il dit du mal, il est assez modéré, mais il dit quand même les choses. Et ça, c'est pour moi quelqu'un qui doit être écouté. Il y en a plein des comme ça, hein, c'est pas le seul. Il y en a plein qu'il faut pas écouter. Pour moi, il faut écouter plusieurs avis pour te faire ton propre avis aussi. N'hésite pas à louer le matériel aussi pour tester, voir ce qui te convient le mieux. Peut-être que Reflex, ça ne te conviendra pas du tout par rapport à la prise en main. Peut-être que tu auras besoin de quelque chose de plus lourd, de moins lourd, de plus petit, plus gros. Ça, c'est uniquement toi qui verras si tu as besoin de ça ou pas. Je le répète assez souvent quand on me pose la question, mais il faut souvent utiliser jusqu'à fond son appareil photo qu'on a déjà avant d'essayer d'investir dans de la gamme au-dessus, même si des fois un achat sur une gamme au-dessus est justifié quand on devient professionnel parce que forcément les boîtiers pro ne sont pas plus chers que parce qu'ils sont plus chers. Ils sont plus chers parce que généralement ils ont des meilleures compositions, ils tiennent mieux dans le temps, ils encaissent plus dans la tronche que des appareils photo entrée de gamme et ils ont aussi un confort d'utilisation et ça va te permettre d'avoir donc plus de productivité et plus de confort donc lors de ton utilisation quotidienne ou au travail. Donc forcément, ça peut être aussi là un investissement judicieux de passer dans du professionnel tout de suite ou d'upgrader sur du professionnel, mais ce n'est pas obligatoire et tu peux faire des très bonnes photos avec du matériel moyenne gamme, entrée de gamme, si tu investis dans des bons objectifs par exemple, si tu investis dans de la lumière, si tu investis dans du temps de formation par exemple. Là aussi ça peut être intéressant même pour toi d'investir dans du temps de formation pour mieux te former sur les logiciels de retouche par exemple ou sur la pratique photo en général parce que clairement quand tu as ces outils là en main en plus de ton appareil photo, tu peux devenir un meilleur photographe et tu peux ne pas avoir besoin d'avoir du matériel haut de gamme tout de suite. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est peut-être pas la vérité, mais je pense sincèrement que ça peut être un plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle est suffisamment longue. J'ai très certainement oublié plein de choses. J'ai très certainement fait des gros raccourcis. Je suis vraiment désolé. Si tu cherches plus d'informations en détail, n'hésite pas à venir en parler en commentaire. N'hésite pas à venir m'en parler directement pour que on en discute tout simplement. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera donc de photographie argentique numérique. D'ici là, sors faire des photos. Salut!